En matière d'immobilier, qu'on soit en Occident ou en Afrique, je vois très souvent des personnes faire des erreurs basiques. Acheter sur la base des émotions et regretter amèrement plus tard. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous 10 techniques pour bien acheter votre bien immobilier, que vous soyez en Occident ou en Afrique. Je vais m'appesantir dans cette vidéo sur le cas de l'Occident. Sans plus attendre, passons à la première astuce qui est celle de déterminer vos besoins et votre budget. Avant de vous lancer dans un achat immobilier, chers résilients, je vous recommande vivement de définir déjà ce dont vous avez besoin. Ici, c'est par exemple vous poser des questions de savoir est-ce que j'achète pour ma résidence principale? Est-ce que c'est une résidence locative? Est-ce que c'est une résidence secondaire? Quel est le type de logement que vous souhaitez acheter? Il faudrait que vous vous posiez pour répondre à cette question. Ça paraît basique, hein? Mais beaucoup trop de personnes font cette erreur-là, de ne pas se questionner. C'est une fois qu'ils ont acheté le bien qu'ils se demandent ce qu'ils vont en faire. Et ça, c'est une erreur terrible parce que en fonction de ce que vous souhaitez faire avec un logement, ce ne sera pas la même technique, ce ne sera pas la même typologie de bien qu'il faudra rechercher. Si vous souhaitez par exemple un logement pour votre résidence principale, les critères sur lesquels vous serez regardant ne seront pas les mêmes que si vous achetiez un bien pour avoir des revenus locatifs. Ce n'est pas la même chose. Je vous dis tout de suite, vous êtes dans deux games complètement différents. Et une fois que vous connaissez l'objectif final de cet achat, il faudrait que vous vous posiez côté budget. Et pour mieux définir ce budget qui sera adapté à votre projet, je vous recommande de vous rapprocher de votre banque. La banque va vous aider à définir votre capacité d'emprunt. Et avec cette capacité d'emprunt, vous saurez aisément vers quel bien il faut vous orienter ou non. Ça va vous permettre de ne pas vous essouffler à rechercher tout et n'importe quoi. En deuxième technique ici, c'est de trouver un agent immobilier qualifié et fiable. Oui, chers résilients. Ce sera beaucoup plus simple de travailler avec un agent immobilier pour rechercher le bien qui sera adapté à votre projet. Les agents immobiliers ont des répertoires de biens immobiliers. Ils travaillent directement avec les propriétaires, souvent avec des notaires, avec plein de monde. Ça va vous éviter, vous, de vous épuiser dans votre recherche. C'est beaucoup plus simple. Et en parallèle des agents immobiliers ici, je vous invite également à vous mettre des annonces sur des sites comme Le Bon Coin, Se Loger, PAP, particulier à particulier. Donc, ça va vous permettre d'avoir les informations des biens qui sont mis sur le marché en temps et en heure. Il y a des particuliers qui ne veulent pas passer par des agences immobilières. Donc, allez sur ces sites et mettre vos alertes, ça va vous permettre d'être informé lorsqu'il y aura quelque chose d'intéressant sur le marché. En 3 ici, il faut faire une recherche approfondie sur les quartiers et sur les propriétés. Quand je dis une recherche approfondie, ne vous limitez pas à dire que je vais investir par exemple dans la ville de Nantes. Non, je vais investir dans la ville de Lille, dans la ville de Bordeaux. Non, non, non. Vous devez vous poser pour savoir quels sont les points d'intérêt de la ville, quels sont les quartiers intéressants, quelle est votre stratégie, quelle est la population recherchée, quelle est la cible ici. Si vous achetez pour mettre en location, est-ce que ce sont les étudiants qui vous intéressent? Si oui, il faut aller vers des villes estudiantines. Est-ce que ce sont des familles? Est-ce que ce sont des personnes qui sont de passage? Quelle est votre stratégie? En fonction de votre stratégie, vous allez mieux définir en fait le type de ville, le type de quartier qui pourrait répondre à cette stratégie-là et qui serait adapté. D'où l'importance de creuser. Vous avez de nombreux outils pour rechercher. Vous pouvez aller sur Google Maps pour voir un peu. Vous pouvez aller sur des sites pour lire les avis. Il suffit de mettre par exemple la ville avec avis, ce qui est dit sur la ville. Vous aurez un tas d'informations. Ça va vous permettre de voir à peu près à quoi ça ressemble et surtout
de voir le type d'habitation, le type de population. Vous partez par exemple sur une ville, vous mettez le nom de la ville, plus habitants, plus habitation. Sur Google, vous allez avoir un tas d'informations qui vont remonter. En quatrième astuce ici, c'est d'obtenir une inspection complète du bâtiment. Une fois que vous avez jeté votre dévolu sur un bien immobilier, il faut que vous alliez visiter ce bien-là. J'insiste beaucoup là-dessus. Il faut que vous visitiez. C'est vrai qu'il y a des moments où sur une visite virtuelle d'un bien, on peut se positionner. Mais quand vous avez la possibilité de visiter, sincèrement, allez-y visiter. Ça vous permet de voir concrètement ce dans quoi vous voulez investir. Ça vous permet de relever les atouts et les bémols du bien afin de savoir quelle stratégie, quel type de travaux et de passer même avec un artisan afin qu'il puisse vous chiffrer exactement les travaux que vous aurez là-bas. Et ça va vous permettre de sereinement vous projeter. Très important, les visites de biens. Et ne pas visiter les bras ballants. Je vois très souvent des personnes qui partent en visite en mode voilà, je vais olé olé. Non, il faut se préparer sa liste des questions. Il faut aller en mode professionnel. Vous partez par exemple avec votre maître pour prendre des mesures. C'est des petites choses, mais ça montre votre professionnalisme et ça montre à l'autre que vous maîtrisez votre sujet. Parce que quand il sent qu'il a en face de lui une personne qui sait de quoi elle parle, ce n'est plus la même chose. Le langage change et on vous prend un peu plus en considération. Donc, faites preuve de professionnalisme, chers résilients. En point 5 ici, c'est d'évaluer les coûts supplémentaires qu'il pourrait y avoir. Par exemple, que ce soit au niveau des taxes, que ce soit au niveau de la négociation, que ce soit au niveau des réparations, vous devez chiffrer tout cela. La négociation, ici j'entends le fait de passer par une agence immobilière, ça demande forcément de payer des frais d'agence. Si vous avez un chasseur de tête ici, il faut le payer. Si vous avez des travaux, il faut inclure tout cela dans l'évaluation des frais supplémentaires. C'est très important parce que ça change complètement votre projet ici. Donc, faites très attention au chiffrage que vous devez faire en fin de visite. En point 6 ici, il faut négocier le prix d'achat et les conditions. Quand je dis négocier le prix d'achat, j'ai souvent des personnes qui me disent que oui, mais quand un propriétaire te donne le prix, c'est un peu le froisser si tu négocies. Non! Quand on vous dit le prix, c'est par exemple 200 000 €, c'est un prix indiqué, affiché. Vous avez la possibilité, en fonction de vos arguments, de faire une contre-proposition. Ça peut être 200 000 € et vous vous dites que parce que je vais faire des travaux au niveau de la toiture, des travaux de façade, je vais faire ci, je vais faire ça. Avec tous ces travaux-là, je veux que monsieur le propriétaire, vous réduisez votre prix d'achat de 20 000, de 30 000 par exemple, souvent même de 50 000 €. Oui, ça peut paraître violent, mais c'est le jeu. Maintenant, je voudrais que vous preniez ce que je vous dis avec tact, j'ai envie de dire, parce que ça dépend du contexte, ça dépend du bien, ça dépend aussi de l'engouement qu'il y a autour. Il y a des villes qui sont des villes tendues. Par exemple, vous avez des quartiers dans Paris où quand il y a une annonce, ça part très vite. Si vous souhaitez vous positionner, ici, faire de grosses négociations ne seront pas forcément possibles. Souvent, ce n'est même pas possible du tout. Donc, quand un prix est indiqué, tout de suite, vous avez 2-3 offres au prix. Donc, si vous êtes ici en mode où vous voulez négocier 5 000 €, 10 000 €, vous allez perdre toutes les bonnes affaires. Il faut savoir que les bonnes affaires partent très vite dans certaines villes qui sont tendues. Mais lorsque vous êtes dans une ville qui est un peu calme, ici vous avez cette possibilité-là de négocier. Et il faut négocier de manière stratégique. Il faut prendre le temps d'avancer vos pions. Il ne faut pas juste dire que « Ah, moi ce bien-là, il ne vaut pas son prix. Quand je vois les travaux, non. » Il faut présenter ça avec subtilité. L'idée ici, c'est de faire valider votre offre. Ce n'est pas de froisser les personnes que vous avez en face. C'est le meilleur moyen de ne rien avoir d'intéressant sur le marché. En termes de stratégie de négociation, j'en parle justement avec des personnes que j'accompagne. Si vous souhaitez vous également acheter un bien immobilier, vous lancer, investir, je vous invite à bloquer gratuitement un créneau avec moi pour qu'on parle de votre projet.
ce sera intéressant d'avoir un autre point de vue. Parce que souvent, lorsqu'on se lance dans cette démarche, on est tellement obnubilé par notre projet qu'on oublie certains détails qui pourraient faire la différence. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller dans le descriptif de cette vidéo ou dans le premier commentaire qui sera épinglé pour bloquer votre session gratuitement avec moi. Après cette parenthèse-là, nous allons passer rapidement au 7e point à vérifier avant d'acheter votre bien immobilier. C'est simplement d'évaluer les garanties et les assurances. Quand je dis évaluer les garanties ici, c'est de savoir par exemple si vous achetez un logement qui date de moins de 10 ans, est-ce que vous avez par exemple toutes les décennales qui sont en bonne et due forme? Est-ce que vous avez le carnet d'entretien de la propriété? Par exemple, si on vous dit qu'on a refait toute la toiture, est-ce qu'il y a des factures de cela? Est-ce que vous avez ces garanties-là? C'est très important. Souvent, on vous dit qu'on a refait la toiture, pourtant c'est un artisan du quartier, un travailleur du dimanche qui bricole de temps à autre, qui est venu faire un bricolage sur la toiture et quelques mois, peut-être même pas 2-3 ans plus tard, vous aurez des soucis à coup sûr. Donc, il faut vérifier toutes ces garanties-là. Si le propriétaire ou l'agent immobilier vous dit il y a eu telle chose d'effectuée dans la propriété, demandez à avoir la preuve de ce qui est avancé. Ne vous fiez pas à ce que dit le propriétaire ou à l'agent immobilier. S'il vous dit qu'il y a eu un dégât des eaux, ça a été géré, il y a les assurances qui sont en train de prendre ça en charge, ne vous inquiétez pas. Non, 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 stop. Dites-lui que oui, monsieur le propriétaire, oui, monsieur l'agent immobilier, je vous fais entièrement confiance, mais j'aimerais avoir des garanties, j'aimerais avoir des éléments pour étayer ce que vous me dites là. C'est de votre droit d'avoir des documents qui justifient tout cela. En plus, vous devez avoir tous les diagnostics. Vous devez prendre connaissance de tout cela. Vous rassurez que le logement est bien ce qui est dit verbalement. Ne vous limitez pas aux paroles, chers résilients. Vous allez vous retrouver dans des situations terribles. Je me souviens lorsqu'on achetait un de nos biens immobiliers, celui qui est à Lille, en face de l'université Lille 3, on a été signé le compromis, mais sauf que entre le compromis et la signature finale, il y a eu un dégât des eaux dans le logement. Et on a été prévenu juste avant la signature. Et il fallait savoir comment on fait avec un dégât des eaux. Est-ce que c'est l'ancien propriétaire avec son assurance qui s'en occupe? Et là, c'est complètement transparent pour nous. Ou est-ce que nous, on reprend l'assurance ou simplement est-ce qu'on se fait indemniser directement par le propriétaire et lui se charge de gérer avec les assurances. Donc, il y a ces différentes manières de s'arranger qu'il faut prendre en compte. Très important ici. C'est pour cela que vous devez vérifier ce volet-là à tout prix. En point 8 ici, il faut faire des vérifications des titres de propriété et de tous les autres éléments. Ça rejoint un peu un des points précédents. Quand je dis vérification ici, c'est vrai que c'est le notaire qui se charge de se rassurer que le bien, par exemple, n'est pas sous hypothèque, le bien n'est pas dans une situation litigieuse, par exemple, mais vous devez prendre ces dispositions-là. Je pense plus ici au cas des personnes qui sont en Afrique. Parce qu'en Afrique, ici, lorsque vous achetez un bien immobilier, c'est terrible, c'est terrible. Si vous ne prenez pas la peine vous-même d'aller au cadastre, de demander les certificats de propriété, de demander s'il n'y a pas une hypothèque, même si vous le voyez avec les certificats de propriété, il faut faire toutes ces vérifications-là. Le danger ici, c'est de vous retrouver avec un bien qui est vendu à 2, 3, 4, 5 personnes. C'est très courant en Afrique. En tout cas au Cameroun, c'est des choses qui existent. Donc, faites attention lorsque vous voulez vous positionner. Prenez le temps de vérifier tous les documents qui vous sont donnés. Sinon, le risque ici, c'est de perdre simplement votre argent, d'acheter un bien litigieux. Ce n'est pas l'objectif ici. En point 9, c'est de lire attentivement le contrat et tous les documents liés à la propriété. Une fois qu'on vous envoie les éléments, une fois que vous vous décidez par exemple à signer le compromis, à signer certains engagements, vous devez absolument lire ce qui est écrit dans les différents documents. Personne n'est censé ignorer la loi. Avant d'apposer votre signature, lue et approuvée avec la date et tout ce qui va bien avec, rassurez-vous de connaître exactement ce qui se trouve dans le document.
En Occident, c'est encore plus simple parce que vous avez un notaire qui fait effectivement son travail, qui vous accompagne, mais au-delà de ça, vous devez vous également lire le compromis. Vous rassurer que c'est ce que vous avez convenu avec le vendeur, avec l'agent immobilier qui figure dans le compromis. Par exemple, lorsque vous achetez un bien où vous avez l'intention, par exemple, de faire un changement de propriété, de faire des transformations, une division, vous avez certains éléments que vous voulez voir figurer dans le compromis. Si la mairie ne vous accorde pas ce droit de changement, ce ne sera plus intéressant d'acheter par exemple ce bien-là. D'où le fait de vous rassurer que c'est bien indiqué dans le compromis. Parce que si ce n'est pas indiqué dans le compromis, à la fin, vous ne pourrez rien faire. Vous ne pourrez pas remettre en question le contrat ou vous retourner contre le vendeur. Vous devez prendre vos dispositions. Et c'est en lisant votre contrat, en validant tout ce qui a été dit dedans. Un point 10 ici, c'est de prendre le temps de réfléchir à votre décision d'achat et de vous faire accompagner si besoin par un conseiller juridique ou tout autre conseiller. C'est très important parce que lorsqu'on s'engage dans l'achat d'un bien immobilier, on parle de milliers d'euros, de milliers de francs CFA. Donc, il faut prendre le temps de bien se faire accompagner. Au besoin, prenez le temps de vous faire former. Ça va vous éviter les pièges de débutants. Prenez le temps de cet accompagnement-là, de cette formation-là. C'est très important, chers étudiants. J'insiste beaucoup sur ce point. C'est dommage de voir des personnes qui ont des millions de francs CFA à déposer dans l'achat d'un bien, d'un terrain, mais ne sont pas foutus de prendre, je ne sais pas, 100 000, 200 000 francs CFA, 500 000 francs CFA pour avoir un bon conseil, pour se rassurer que dans la zone où ils sont en train d'acheter, c'est une zone qui est constructive. C'est une zone où on peut faire un type de business en particulier. C'est une zone où on ne peut pas casser. Ce n'est pas une zone marécageuse, ainsi de suite. C'est dommage de voir des gens investir des millions dans l'achat d'un terrain, d'une construction, sans se rassurer au préalable de l'environnement, de la réglementation. C'est bien dommage. Investissez dans votre formation, investissez dans un accompagnement de qualité. C'est pour cela que j'invite toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'achat d'un bien immobilier à me contacter gratuitement pour qu'on puisse échanger de leurs projets. C'est gratuit. Je vous invite à valider votre créneau en allant dans le descriptif de cette vidéo. Ça va vous éviter certaines erreurs. Et lorsque vous êtes en Occident et que vous souhaitez vous engager sur de tels achats, c'est des engagements qui sont très lourds. Ça vous engage sur des années. On parle de 10, 15, 20, 25 ans souvent. Donc, prenez le temps de vous faire accompagner dans ce projet-là. Donc voilà, chers résilients, 10 points à observer pour bien acheter un bien immobilier. Dites-moi dans les commentaires lequel de ces points vous parle le plus. Est-ce que vous avez déjà fait une des erreurs que je viens de lister? Est-ce que vous avez d'autres points qu'il faut impérativement observer avant de se positionner? Mettez-le dans les commentaires. Pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo. Ça permettra aux uns et aux autres de comprendre l'importance de bien analyser le marché immobilier avant d'acheter. Et surtout, ça va permettre à la communauté de se rendre compte que c'est possible. Nous devons être nombreux à nous lancer dans l'immobilier. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à regarder les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!